Avant de... Bon, je vais essayer d'aller assez vite parce que ça, je pense que c'est de la culture générale, hein, les GAFAM, malheureusement ou heureusement, on en parle beaucoup. C'est très, très, très massif. Je vous ai mis ici, là, tout simplement, la valorisation boursière. Donc, et puis on s'aperçoit que les GAFAM, eh ben, c'est la troisième valorisation boursière au monde. USA, Chine, GAFAM. Et si on les prend un par un, Apple arrive juste après la Corée du Sud. Google arrive juste après l'Indonésie. Le fameux Facebook, qui s'appelle Meta, juste après la Suisse. D'accord? Donc c'est pas rien. Ce ne sont pas des entreprises. Ce sont des monstres qui ont un pouvoir de négociation équivalent à un État. Donc, ok pour le partenariat, mais c'est pas n'importe quel partenaire. C'est une institution qui est très puissante, très intelligente et très riche. Apple est la première entreprise du monde à avoir dépassé les 3000 milliards de capitalisation boursière. Bon, ils ont un peu descendu, là, on va voir tout à l'heure que la tendance est un peu complexe en ce moment. Mais bon, tout ça pour dire que ce sont des acteurs massifs. Est-ce qu'on peut parler de partenariat avec l'un de ces cinq? Oui, au sens strict, non au sens de la capacité de négociation et notamment le pouvoir de nuisance. Petite remarque, on est le 2 mai, on est le 4 mai, et le 2 mai en Europe est sorti le RMN, le règlement sur les marchés numériques, qui est le pendant du RGPD sur les données, et le marché numérique, donc depuis le 2 mai, est régulé en Europe, et les grands n'ont pas le droit de faire quelque chose, donc c'est encadré, et notamment toujours la problématique du consentement, de qu'est-ce que je fais avec mes données et tout. C'est pas que les GAFAM, hein, c'est aussi Booking, c'est TikTok, etc. Depuis le 2 mai, en Europe, les données étaient gérées par le RGPD, les marchés numériques sont gérés par le RMN. Ça monte, donc ce sont des entreprises très riches. Il n'y a pas de jugement moral derrière, hein, c'est juste une puissance financière, et qui a décollé donc, dans les années 2015-16. Les crises sanitaires et sécuritaires ont aidé à ce décollage, et notamment parce que les Chinois se sont retirés du marché mondial. Et donc, elle se trouve, donc, on est en 2019-2020, dans une situation presque de monopole, chacun, et c'est ça qui est intéressant, chacun sur son domaine. D'accord? Pour le moment, il y avait un gentleman agreement qui faisait qu'elle ne s'attaquait pas. Et donc, chacun avait une zone de confort, un marché, et on essayait de respecter le marché de l'un. Google n'allait pas embêter Apple, qui n'allait pas embêter Amazon, etc. Donc, ça explique la croissance, et donc le partage des richesses. Croissance à 2 chiffres, bon ça on peut passer vite, hein, on n'est pas sur des croissances à 3%, on est sur des 11%, 38%, 16%. Je répète, la crise a beaucoup aidé. Les crises que le monde vient de traverser ont aidé à cette concentration, puisqu'en fait, les gros mangeaient les petits. Je fais simple. Les 10 entreprises les plus grandes capitalisations boursières en 2020, vous voyez, c'est la tech en fait. Tesla, c'est de la tech. Tesla, ce n'est pas des voitures, ce sont des boîtes avec un capteur de données à l'intérieur. Ça s'appelle une voiture si on veut, mais c'est d'abord un outil pour capter des données. Alors, ça change en ce moment. En ce moment, on ne peut pas dire que c'est un effondrement, mais c'est une baisse tendancielle, hein, les matheux disent un point d'inflexion si vous voulez, c'est une baisse tendancielle à la croissance. Pour plein de raisons. Déjà, symboliquement, Hayek, la première entreprise du monde n'est plus Apple, c'est les pétroles saoudiens. Bon, on revient peut-être dans l'ancien monde. Deuxièmement, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que justement, il y a des outils, des dispositifs, des innovations qui perturbent le marché. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Ça reste des entreprises très très importantes, là, regardez sur la gauche, en 20 ans, mais cette tendance-là, là, c'est 2021-2022, on est dans un point d'inflexion et on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, comment gagner de l'argent? C'est facile, hein, chacun était dans une espèce de zone de confort, comme je dis, un couloir de nage. Apple faisait du hardware, Apple fait, même s'il ne le fabrique pas lui-même, il fait fabriquer, mais il a quand même la licence des produits, du matériel. Et après, il y a tout un système, et les vrais revenus de Apple, c'est des ordinateurs, c'est des téléphones, qu'on appelle des iPhones, etc. etc. Amazon, c'était de la vente. Je vous rappelle qu'Amazon, au début, c'était une librairie en ligne. Hein. Bon, on achète et on vend par Internet, mais c'est un commerçant. Google, lui, c'est de la publicité. Il capte des données, il les monétise, et il les revend à des publicitaires, qui vont après utiliser ou pas
le support Google, mais en fait, ils vendent la pub. Microsoft, ils vendent des logiciels, et Facebook vendait aussi la publicité. Ah, donc ça commence à être sur des marchés qui sont concurrents. On commence à s'attaquer l'un à l'autre. Donc c'est la fin d'un gentleman agreement. Et on regarde que là, actuellement, publicité e-commerce, c'est Apple, Facebook et Google. Les systèmes d'exploitation, Android, iOS, etc., c'est Apple, Microsoft et Google. Microsoft, je ne sais pas si vous vous rappelez, avait tenté d'acheter Nokia et avait tenté de véhiculer son propre système d'information pour les portables. Mais n'oubliez pas Windows. Windows, c'est le premier système d'exploitation des ordinateurs, à peu près 4 milliards d'utilisateurs dans le monde. Force de frappe fantastique. Mais ils ne sont pas tout seuls. Les services bancaires, pour ceux qui s'intéressent, il y a 4-5 ans, Facebook a failli arriver dans le marché bancaire avec le Libra, je ne sais pas si vous vous rappelez, puis après c'est devenu le Diem. Ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Dangereux, compliqué, crypto, etc. Mais si Facebook vient sur le service bancaire, grâce à sa fonctionnalité marketplace, ça devient Amazon. Donc vous voyez que là, on rentre sur ce qu'on appelle les confrontations, l'interopérabilité des marchés, et c'est le début de la fin. Parce que pour le moment, ces grands opérateurs avaient un marché qui était captif, mais finalement, ils ont tous le même business model. C'est le même. Je collecte des données, je les traite, et je les revends. Je collecte gratuitement ou pas gratuitement. Gratuitement Facebook, Google, pas gratuitement Microsoft, avec des licences, ou Amazon, avec des Prime, etc. Je collecte des données, je vais les traiter, les modéliser, les sauvegarder. Le numéro 1 mondial du cloud, c'est Amazon, avec Amazon Web Services. Ça, c'est du traitement de données. Numéro 1 mondial du cloud. Bien avant Google. Donc, mon business model, c'est je collecte vos données. D'ailleurs, je fais toujours ça avec mes étudiants, je vais le faire. Je suis sûr qu'ici, il y en a certains d'entre vous qui sont géolocalisables. Je suis sûr. Et vous me direz pourquoi. Vous m'expliquerez pourquoi vous êtes géolocalisable aujourd'hui, là, pendant 2-3 heures, ici. Ça bouffe de la batterie, ça capte des données, et il n'y a aucun intérêt. Christophe, tu es là. Je te rassure, tu es là. Quel est l'intérêt d'activer la fonctionnalité de géolocalisation pendant qu'on ne bouge pas pendant 3 heures? Peu importe. La logique, c'est qu'elle est activée par défaut. Et donc, c'est des données qui sont captées. Bon, je continue. Et bien, après, on arrive à un autre problème. C'est des problèmes d'ego. Hein. C'est pas n'importe qui est derrière. Jeff Bezos, c'est pas n'importe qui. Zuckerberg, c'est pas n'importe qui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et bien là, on va avoir des problèmes de succession. Bill Gates est sorti, mais il reste quand même l'un des hommes les plus riches du monde, avec la fondation. Zuckerberg va sortir. Que va devenir Meta quand Zuckerberg sera parti? Il est fragilisé en ce moment, parce que notamment Metaverse s'est planté. C'est un échec. On va voir ça tout à l'heure. Donc là, on est en 2022, et ça peut expliquer l'inflexion. Ça peut impliquer le point d'inflexion. Les problèmes de succession, vous savez qu'une entreprise peut très bien faire faillite, juste avec la disparition du chef. Quand Steve Jobs est mort, Apple a failli disparaître. Failli. Tim Cook a eu l'intelligence de ne pas se positionner comme leader et de reprendre les inventions qui étaient dans les tuyaux. À l'époque, c'était iPod. Alors, trois petits projets, puisqu'on est dans Projectic, 3 petits projets que je vais comparer, qui sont évidemment des projets massifs, mais on va voir que finalement, c'est là que stratégiquement, le marché va se tendre, et que finalement, Metaverse, on est en 2018. C'est Meta. Rappelez-vous, c'est le nom qui a changé. Facebook est devenu Meta parce qu'il croyait que le Metaverse allait tout casser. D'accord? Je m'appelle Meta, le porteur du Metaverse. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Un monde virtuel. Ok. Combien? 15 milliards par an. Pendant 5 ans. 10 000 ingénieurs. Un délai. Comment ils ont géré le projet? Avec un temps long. Ils savaient qu'on se positionnait sur 5 ans à 10 ans, et dans la continuité. Pilotage conventionnel, avec des équipes, avec de l'investissement, etc. Business model, on appelle ça un data centré ou un freemium, c'est-à-dire que je pars le même modèle que les autres. Ils croyaient que nous allions passer des journées avec notre casque pour acheter une voiture ou des chaussures,
Et comme ça, ils collectaient ce qu'on appelle notre navigation, et ils revendaient à M. Adidas ou M. Renault. D'accord? Échec. Échec, terrible. On arrête. Le 14 mars dernier, il y avait 38. Le 14 mars dernier, il y avait 38 internautes actifs dans le monde sur le métavers de Facebook. Échec total. Pourquoi? Probablement parce qu'ils ont sous-estimé la complexité du projet. Vous n'allez pas passer des jours et des jours avec un casque pour regarder des images comme ça. C'est ridicule. Comment des gens aussi intelligents ont pensé que ça pouvait marcher? D'accord? Et maintenant, tout le monde dit, et c'est pour ça que Zuckerberg est fragilisé, tout le monde dit que c'était une erreur. Deuxièmement, donc le coût de développement, et deuxièmement, le business model. Qui va aller, pour le moment, on va encore acheter nos chaussures dans un magasin. Comment penser que les 4,5 milliards d'internautes allaient rapidement mettre un casque et aller acheter des chaussures en ligne? C'est peut-être en Californie, mais pas ici, pas au Venezuela, pas... Donc c'est un délire total et un échec total de gens très intelligents. Hein. C'est terrible. Et Meta vient d'admettre que le métavers n'est plus sa priorité. Pourquoi? Eh bien parce que les autres ont attaqué sur un autre sujet, l'intelligence artificielle. Et les autres, c'est qui? C'est Google, avec son Bard, et surtout OpenAI, Microsoft, avec son ChatGPT. Alors comment ça s'est passé? Eh ben, je vais commencer par celui qui va réussir. 1 million d'utilisateurs en 5 jours. 5 jours. Donc en 2022, c'était en novembre 2022, sortie de ChatGPT version 3. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà 2 versions. Depuis novembre 2021, on avait des versions 2, mais qui n'étaient pas accessibles pour le grand public. Le grand public a connu ChatGPT en 2022, en novembre. Et au début, ils ont présenté ça comme un robot conversationnel. Vous regarderez que ça n'existe plus. Le terme robot conversationnel a disparu au profit de IAG, intelligence artificielle générative ou robot génératif. Quoi? Donc robot conversationnel au début. 10 milliards, pas énorme. Et c'est ça le génie de Microsoft. Pas tant que ça. Par l'intermédiaire d'une entreprise qui s'appelle OpenAI, qui était en fait un sous-marin, une filiale de Microsoft depuis longtemps, avec des gens très bien, dont Elon Musk, à l'intérieur de OpenAI. Mais Microsoft a eu l'intelligence de laisser travailler et de voir ce qui va se passer. RH, à peu près 10 000 développeurs, avec des versions, et c'est ça là encore le génie en termes de management de projet, on a sorti des versions qui n'étaient pas finies, on appelle ça des versions bêta, pour laisser les utilisateurs, donc vous et moi, faire émerger les bugs, et donc leur demander de les corriger. C'est génial. En fait, nous avons été les testeurs de ChatGPT 3 en novembre, pour la sortie de ChatGPT 4, payante, là en mars dernier. Pilotage agile, ça va pas, je change pas, je lance pas, je communique pas, etc. Business model, alors là on n'est plus du tout sur du collecte d'informations, plus du tout, là on paye. La version ChatGPT 4 qui est actuellement disponible est payante. Ça dépend des pays, 40 €, 50 €. Il se positionne sur Amazon Prime. Bon, c'est payant. Et surtout, on va vers un couplage avec Bing. Si vous connaissez le moteur de recherche Bing, qui était totalement ringard il y a 2-3 ans, et bien là, il devient porté par le couplage de ChatGPT, qui s'appelle Copilot, et Bing va devenir le tueur de Google. Et donc, Microsoft, par l'intermédiaire de OpenAI et d'un outil qui va coupler à un moteur de recherche, va reprendre la main sur la collecte des données mondiales. Et au milieu, vous en avez un qui s'appelle Google Bard. Alors lui, il est marrant parce que Google, pour ceux qui suivent l'actualité, hier, il y a eu la démission de George Hilton, qui est un des porteurs de Bard. Bon, échec. Pourquoi? Parce qu'ils ont sorti Bard dans l'urgence, face à la réussite de ChatGPT. C'est pour ça que je vous disais, on n'est plus dans le gentleman agreement, on est dans l'agression là. Ils ont sorti Bard dans l'urgence, en décembre, avec plein de bugs, et notamment, ce qui est embêtant pour une intelligence artificielle, ils ont sorti des bêtises. En démonstration.
Bon, vous trouverez ça sur Google, c'est assez facile. Ils se sont humiliés, eux-mêmes. Ils ont fait des démos comme faisait Steve Jobs, en posant des questions à Bard, et Bard s'est planté, mais proprement. Notamment sur les satellites et tout. Bon. 5000 développeurs, des délais très courts. Bah oui, ils ont été contraints. Ils ont été stressés. Vite, vite, sortons rapidement une intelligence artificielle, parce que sinon on va se faire plier le marché par ces ringards de Microsoft qui sont en train de remonter au niveau mondial. Je parle le marché, c'est le monde sauf la Chine. Le business model, donc, c'est le couplage, et succès probable, succès probable. On est sur l'adoption d'une technologie la plus rapide et la plus massive de tous les temps. De tous les temps. Et au milieu, donc, le fameux Bard, lui, il est in progress. Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Si les versions qui vont sortir maintenant, on appelle ça un pilotage commando, là, tout le monde bosse, c'est pour ça qu'il y a eu la démission hier de l'ingénieur en chef, parce qu'il y a un stress terrible. La sortie de Bard, version couplée avec Google, votre moteur de recherche, probablement celui que vous avez ici dans cette salle, on doit être à 90% avec la page d'accueil Google. Si la version Bard est ratée, ou pas satisfaisante, eh ben, l'année prochaine, ce sera en avril, je ne dis pas les dates, mais on aura tous Bing et ChatGPT sur nos ordinateurs. Allez, tous. Il y en aura 5 ou 6 qui vont résister. Une progression, on ne sait pas. Mais l'échec est probable. Mais la force de frappe de Google est tellement énorme, que Google c'est YouTube, etc., qu'ils peuvent y mettre de l'argent rapidement. Sauf qu'on est sur des partenariats, et le premier arrivé de Winner Take It All. Le premier arrivé prend tout. Windows n'est pas le meilleur système d'exploitation du monde. C'est le premier arrivé. C'est tout. Google n'est pas le meilleur des moteurs de recherche. Mais ça a été le premier arrivé massivement, grâce à sa page d'accueil vierge, donc qui téléchargeait rapidement. Le premier arrivé prend tout. Il n'y a pas de partage. Alors je reprends sur Meta. Je ne vais pas l'enfoncer, notre ami, parce que c'est triste. C'est triste qu'une entreprise comme ça se plante aussi proprement. Mais c'est pour montrer que même les géants peuvent faire des bêtises. Hein. Par contre, je vais passer sur... Alors, il s'est planté parce que le casque, personne ici n'a un casque dans cette salle, personne ne suit ma conférence en regardant ou en faisant ses courses. C'est totalement hors sol, la marque pense. Il y a un casque qui coûte 10 000 €. Ils avaient acheté Oculus, je ne sais pas si vous connaissez, une petite start-up française, justement, pour les casques. Bon, c'était un échec. Alors, Apple vient de dire qu'ils vont sortir un casque dans pas longtemps, à 3 000 €. C'est pas rien, quand même. Bon. Ils se sont plantés sur pas mal de choses, et notamment... Personne n'a voulu contrer Mark Zuckerberg, parce que Mark Zuckerberg portait le projet. Et personne n'a eu le cran de dire, écoutez, cher Mark, je ne le sens pas. Ça peut ne pas marcher, votre métavers. Personne ne lui a dit. Et maintenant, il reproche qu'on lui ait pas dit. Alors par contre, ChatGPT 4, eh ben, qu'est-ce que c'est? C'est une intelligence artificielle, donc ça veut dire que c'est un robot qui ne comprend pas ce qu'il dit. Qui ne comprend pas ce qu'il dit. Si il va vous proposer un mot, un code, un signe, qui est le plus probable par rapport au doigt qu'il y a avant. Ferrari, rouge, allez, Magnum, Hawaii, pour ma génération. D'accord? Probable. C'est un robot qui va chercher un mot probable, vraisemblable. Quelle est la capitale de l'Espagne? Barcelone? Pourquoi pas? S'il va chercher dans son stock de données, qui n'est pas énorme, 390 gigas, le stock de données sur lesquels le robot a été entraîné, pre-train, le P c'est pre-train, c'est 390 gigas. Mais si vous savez ce que c'est que 1 giga de texte, c'est déjà énorme. Mais c'est ça le paradoxe. Le cerveau de GPT-4, c'est GPT-4 c'est un peu plus, mais là on ne sait plus, puisque c'est payant on ne sait plus. Quand c'était gratuit on le savait. Le cerveau c'est 390 gigas de signes, et lui il va chercher après une question le signe le plus probable. Ne lui dites pas qu'il parle français ou anglais, il ne sait pas. S'il y a 3 mots en anglais, le 4e ça va être un mot en anglais et c'est tout. Et c'est pour ça qu'il est bon en anglais, un peu moins bon en français, un peu moins bon en espagnol, et pas bon du tout en basque ou en breton. Parce qu'il n'y a pas, dans les 390 gigas, il n'y a pas de texte en basque.
Donc, c'est un robot, je propose quelque chose après une question qui m'est posée, ce quelque chose est probablement acceptable, parce que, dans ce qu'on m'a entraîné, on m'a dit qu'après Ferrari rouge, je sais pas, il y a Hawaï, c'est tout. Est-ce que je comprends ce que je dis? Non. Est-ce que ce que je dis est vrai? Non. Et c'est la différence entre un contenu et une connaissance. D'accord? Le contenu, il est vraisemblable. La connaissance, elle est certaine. Ça, c'est la prétention de croire en la science. Voilà, et donc, derrière cette stratégie, il y a une autre stratégie qui est intéressante en termes d'approche en gestion de projet, si vous voulez. C'est pour ça que Google s'est planté, et que Zuckerberg s'est planté. Eux, ils ont cherché des énormes moteurs. Des énormes moteurs. Donc, énormément de pre-train, donc de paramètres et tout, des gros algorithmes. Et un carburant de médiocre qualité, les données. GPT-4, OpenAI, donc Microsoft, ont fait l'inverse. Un tout petit moteur, 390 Go. Donc, finalement, très peu de données. Un carburant de médiocre qualité. Mais entraîné, avec des paramètres à l'intérieur qui ont permis de sortir des réponses relativement rapidement, vraisemblablement, et avec une perfection formelle. Pas de faute. Pas de faute. C'est comme ça qu'on va récupérer des copies. Hein. Si dans une de vos copies, il n'y a pas de faute, c'est GPT. Oui, voilà. S'il n'y a pas de ponctuation, pas de 3 petits points, pas de blague, il ne sait pas ce que c'est qu'un point d'exclamation. Et puis il ne va pas comprendre non plus l'humour ou l'ironie. Donc il ne mettra pas de point d'exclamation, il ne mettra pas 3 petits points. Donc dès lors qu'il n'y a plus de ponctuation, c'est un robot. Et surtout, une syntaxe parfaite. Il convient de penser que... Fini, c'est lui. Bon, le vrai problème, il n'est pas dans... il n'est pas dans ce que le robot sort. Le robot, il va sortir quelque chose, je vous ai dit, de vraisemblable. Le vrai problème, il est nous, l'humain qui y a devant. Si l'humain qui y a devant, ici dans cette salle, on a fait des études, on sait lire, on sait écrire, etc. On est dans les 3-4% de l'humanité qui sont capables de prendre du recul par rapport à la sortie d'un robot sur, je sais pas moi, est-ce que les femmes sont plus intelligentes que les hommes? Il va vous répondre, hein. Si vous n'avez pas le recul pour savoir que cette réponse est le fruit de contenu probable, eh bien c'est fini. Et là, moi je parle des 97% de l'humanité qui va croire à la réponse. Parce qu'il ne sera pas formé au doute. Le savoir, c'est le doute. Il n'y aura pas de doute. Alors, l'autre problème, c'est un problème business model. Pourquoi on appelle ça un tueur de Google? Ben, c'est que quand vous êtes sur Internet, vous posez une question, on appelle ça un prompt, vous faites une requête. Quelle est la capitale de l'Espagne? Vous passez par Google, qui va vous proposer des sites web. C'est son boulot. Bon, maintenant, il va vous proposer un petit texte. Mais il va quand même vous proposer des pages et des pages de sites web, dans lesquels le mot Espagne, capitale, quelle, sont à peu près référencés. Et puis vous, il va falloir que vous tapiez dessus. Fassiez votre sélection. Et puis comme ça, vous aurez votre réponse. Et si vous demandez à ChatGPT ou à Bard quelle est la capitale de l'Espagne, il va vous répondre. Donc, plus besoin d'aller sur Google. Et c'est pour ça que Google est terrorisé. Parce que tout le business model de la captation des données va disparaître. Il n'y aura pas de données à capter, puisqu'il n'y aura pas la recherche, les mots-clés et tout. Il y aura une question posée et une réponse qui sera donnée. Au passage, en termes énergétiques, c'est 10 fois plus énergivore. 10 à 20 fois plus énergivore qu'une requête Google. Ah oui, puisque vous demandez là-bas, chez monsieur Microsoft, de faire un travail processuel, il y a de l'électricité derrière. Sur Google, il y en a très peu, il y a juste un survol. Alors, chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, on peut, moi je le fais, moi je m'amuse, je suis en école d'ingénieur, réseau Polytech et tout, et je suis avec mes étudiants, on s'amuse. Voilà. Et comment on fait? Au lieu de dire on interdit, comme Sciences Po, qui est une absurdité, et d'ailleurs ils sont bien embêtés d'avoir dit ça.
Parce qu'ils ne savent pas comment dire que maintenant ils interprètent. Bon, c'est leur problème. Donc comment faire? Eh bien, vous avez un outil, comme vous aviez avant Google. Sauf que cet outil est plus puissant. Donc on va vous demander à vous d'être un peu plus intelligent. Un peu plus intelligent. Tout repose sur votre capacité à poser la question. Et donc l'enseignant n'est plus celui qui pose la question et l'étudiant qui répond. C'est l'inverse. Vous vous rappelez, si vous êtes enseignant, vous avez toujours la bonne vieille technique de vous pouvez reformuler la question. Et bien c'est ça. Reformuler la question, cher étudiant, quel que soit le niveau. Reformuler la question. Plus la question soit précisément posée, on appelle ça la spécification, plus la réponse sera de qualité. Donc l'enseignant n'est pas celui qui pose la question et l'étudiant qui répond. L'enseignant est celui qui va guider, animer, encadrer la question avec un grand L qui doit être posée. Et donc le travail de l'étudiant, il n'est pas nul. Il n'est pas nul. C'est quoi une bonne thèse? C'est une bonne question, c'est tout. C'est tout. Si vous ne savez pas poser votre question, celle qui va vous originaliser, eh bien, ChatGPT, ça sert à rien. Bon. Donc, du côté de l'étudiant, aider à comprendre les problèmes en les décomposant en petits problèmes. Le professeur Bilan me demande de travailler, je ne sais pas moi, sur la résilience organisationnelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu peux me donner 2-3 mots-clés, etc. Bon. Est-ce que tu peux me donner 2-3 auteurs? N'oubliez pas qu'il ne cite pas les sources. Hein. Il ne cite pas les sources, mais vous pouvez lui demander. ChatGPT ne cite pas ses sources, puisqu'il donne un contenu probable, qui peut être faux. Mais si lui dit « je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord avec cette réponse, est-ce que tu peux me donner 2 ou 3 auteurs pour travailler dessus ?» Là, il va vous les donner. S'il les a. Avant 2021. Puisqu'en fait, le stock de données s'arrête à 2021. Il ne sait pas que la France a failli gagner la Coupe du Monde. Et il ne connaît pas le parcours du Maroc. C'était après 2021. C'est triste. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Avec les étudiants, moi je les aide à comprendre, je les embête sur la question. Chaque fois que vous posez une question, ils répondent de façon originale. Hein. Et c'est pour ça que ce n'est pas un plagiat. Vous ne pouvez pas plagier un robot. C'est pas un auteur. Les Américains commencent à sortir l'algérisme, le plagiat des algorithmes. On va se marier l'année prochaine. Donc, moi, je les aide à comprendre le problème en le détaillant. Je les guide. Est-ce qu'il y a une résolution? Ça peut être du code, hein, par exemple. Très très fort en code. Hein. Python et tout, il n'y a aucun problème. Vous lui mettez du code et vous lui demandez de le débugger ou de l'améliorer. Et bien, vous lui mettez un texte, tu le réécris de la façon de Victor Hugo. Point. Donc ça peut se faire. Et nous, de notre côté, enseignants, eh ben, on va expliquer la réponse. Barcelone est une très belle équipe de football, mais ce n'est pas la capitale de l'Espagne. Je suis désolé. Oui, mais ChatGPT. Oui, mais ChatGPT. Alors pourquoi? Et c'est là que ça nous permet de travailler sur le robot. Eh bien parce que dans les sites la capitale et Barcelone est sorti plus de fois que capitale et Madrid, c'est tout. Parce qu'il a été cherché, fouillé son stock de 390 sur des sites qui, par hasard, ont plus couplé Barcelone et Espagne et capitale que Madrid et capitale, c'est tout. Mais si tu lui dis que c'est pas vrai, ben il va te dire qu'il va chercher ailleurs, mais la deuxième probabilité, ce sera Madrid. Ou Santander. Donc nous, c'est ça, on prend du recul. Rapport d'avancement, les points clés. Bien sûr, ils peuvent sortir 3 pages. J'en veux une. Et puis je veux pas une page, je veux 10 points clés. Et tu les hiérarchises. Ok, ils sont là. Maintenant, c'est toi, ton problème, c'est de les hiérarchiser. Du plus important au moins important. Et là, il faut que tu réfléchisses. Donc, tout ce qui est production de contenu, on peut aider. Tout ce qui est réflexion et synthèse, là, l'étudiant doit rester même. Et c'est là que l'enseignant a un travail à faire. Réflexion, synthèse et hiérarchisation. Voilà. C'est pas la même chose. Alors, il y a 10 points, bah, celui-là est plus important que ça. Voilà. Donc, merci de votre attention.